Et bon matin tout le monde! On est enfin rendu à la vidéo de l'algorithme! Yay! Ouais, c'est ça. Je suis très content parce que c'est la vidéo que je voulais faire depuis le tout début. En fait, j'aurais quasiment pu faire juste cette vidéo-là et j'aurais été amplement content. Mais par contre, je trouve ça chouette qu'on ait réussi à monter un bon projet plus clean que celui que j'avais au départ dans mes tests. Donc, c'est une bonne chose, tous les efforts que j'ai fait jusqu'à présent. En tout cas, du moins pour mon projet. Si vous, votre projet, vous trouviez ça long et tout, ben, vous allez maintenant être récompensé si ça vous intéresse. Donc, voilà. Au départ, j'avais commencé à penser de tout simplement passer au travers de l'algorithme et refaire mon code blueprint selon l'algorithme et tout. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça allait être moins clair si on y allait comme ça parce qu'il y a des petites choses que j'ai changées par-ci par-là pour justement inclure le coût des voisins et tout pour les différents types de terrains et des trucs comme ça. Mais par contre, je vais quand même passer rapidement sur l'algorithme juste pour expliquer la logique globale avant de se lancer directement dans Unreal. Je tiens à vous mettre en garde, par contre, ça risque d'être une très longue vidéo. Il y a beaucoup de choses et malheureusement, il y a beaucoup de code qu'on a écrit sans vraiment tester parce que je peux pas vraiment, j'ai pas vraiment trouvé un moyen de faire en sorte que on puisse tester et montrer visuellement chaque étape une par une. Par contre, on va pouvoir partir du résultat final et le décortiquer vers le début pour pouvoir comprendre un petit peu mieux dans le futur et pouvoir l'améliorer. Mais la première passe, dans le fond, c'est une passe vraiment directe et il n'y a pas vraiment de résultat avant la fin, donc je suis vraiment désolé. Mais j'espère que ça fait votre affaire quand même. Donc, rapidement, je suis sur la page Wikipédia de l'algorithme. Il y a plein d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous si vous voulez lire un peu. Mais la partie vraiment intéressante dans notre cas, c'est le pseudocode ici. Dans le fond, c'est l'algorithme. L'algorithme, c'est simple, je vais le résumer à ma façon super simplement, mais simplement dans le fond, c'est une fonction. Une fonction, tu lui passes un début et un point d'arrivée. La fonction a principalement deux groupes de cases, le closed et le open set. Le open set, c'est toutes les cases qu'on veut analyser. Dans le fond, les cases qui peuvent être analysées, qui pourraient être intéressantes pour les prochains déplacements. Le closed set, c'est toutes les cases qu'on a déjà analysées et qu'on veut pas recalculer parce que dans le fond, on l'a déjà calculé, on veut pas repasser deux fois sur les mêmes calculs. Ensuite, il y a trois costs qui est important tout au long de l'algorithme. Il y a le G-score, le F-score et le H-score qui est dans le fond une heuristique qui est ici, heuristic cost estimated. Dans le fond, le G-score c'est le coût que ça vient de te coûter à partir de la case de départ pour te rendre jusqu'à cette case. Le H-score c'est le coût que tu penses que ça va te coûter pour te rendre jusqu'à la fin. Et le F-score c'est l'addition des deux. Donc, le coût que ça vient de te coûter pour partir du début et te rendre jusqu'à l'étape que tu es rendu en ce moment, donc mettons la cinquième case, et plus ce que tu penses que ça pourrait te coûter pour te rendre jusqu'à la fin. Donc, mettons un autre 5 cases. Donc, le F-score serait le score final qui serait de 10 points de déplacement pour te rendre jusqu'à la fin. Mais c'est en partie un score, dans le fond, qui est concret et un score qui est estimé. Donc, ce n'est pas un vrai score final, c'est un score temporaire final. Une fois qu'on a fini le calcul au complet, que l'algorithme a fini tous ses calculs, là, on se retrouve avec un vrai score final, dans le fond. Ok, donc, la façon que l'algorithme fonctionne, dans le fond, c'est ça prend tout le open set, donc toutes les cases que tu veux analyser, et ça regarde dans ces cases-là. Dans ces cases-là, ça va regarder si euh, ça va essayer de trouver la case qui coûte le moins cher. Donc la case qui coûte le moins cher dans ces cases-là va devenir notre nouvelle case courante. Donc, le premier loop, bien sûr, il y a juste une case dedans, parce qu'il y a juste la case de départ dans le open set. Mais plus ça avance, on ajoute les parents de chacune de ces cases courantes-là dans le open set, donc le open set est grossi. Mais on n'analyse pas toutes les cases du open set, on analyse seulement une par une, dépendant c'est laquelle coûte le moins cher. Quand je dis analyser, c'est calculer c'est quels les parents qui sont autour d'elle et les ajouter dans le open set, calculer les valeurs de ces nouveaux parents-là et tout. Donc, ce qu'on fait, c'est on regarde notre open set,
on regarde la moins chère. On prend cette moins chère-là, on regarde ses parents. On prend ses parents, on calcule leurs parents et on les met dans le open set. Une fois que c'est fait, on jette, dans le fond, on ajoute, on enlève la case courante du open set et on la met dans le close set parce que nous l'avons déjà calculé. On ne peut plus jamais la recalculer, ça serait de la perte de temps. Donc, voilà. Et ensuite, on continue, on recommence et on recommence et on recommence et on recommence à partir des cases dans le open set. Une fois que le open set se rend jusqu'à destination, dans le fond, une fois que la case courante est égale à la case d'arrivée, nous avons fini. Donc l'algorithme finit ici. Et voilà. Et ce que ça fait, c'est ça reconstruit le path. De la façon, pourquoi il faut faire une fonction pour reconstruire le path, c'est que il n'y a pas quelque chose qui garde en mémoire toutes les cases par lesquelles on a passé, parce que le path n'est pas stable. C'est possible qu'on change, dans le fond, les cases du path. Ça se peut qu'on les swap entre eux autres et tout, le temps qu'on fasse nos calculs. Une fois rendu à la fin, chaque case est au courant c'est quelle case qui venait avant elle. Donc, la case 10 connaît la case 9, qui connaît la case 8, qui connaît la case 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La case 0, bien sûr, n'a pas de case avant elle parce que c'est la case de départ. Et c'est ça. Donc, il faut partir de la fin et retourner vers le début. Une fois qu'on a le début, bien sûr, on réinverse ça pour avoir un beau path à l'endroit. Et c'est ce qui nous donne un chemin dans le fond. Je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. C'est vraiment un overview rapide parce que la vidéo va être relativement très longue et je voulais pas vous ennuyer avec beaucoup de détails. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir justement les deux liens que j'avais mis dans ma première vidéo des deux YouTubers dans le fond qui ont fait des tutoriels vraiment intéressants et qui l'expliquent plus en détail que moi, c'est l'algorithme. Et bien sûr, si vous cherchez encore plus, il y en a une tonne d'informations sur cet algorithme-là. Dans le fond, il est très utilisé et c'est un algorithme qui va vraiment bien, qui est vraiment intéressant. Donc, allez voir l'information de plus si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ça. On loupe dans nos cases, on les trie, on décide c'est laquelle coûte le moins cher, on continue par ce chemin-là. Ça nous retourne une liste de cases. Cette liste de cases-là nous retourne leur path et ça nous donne le résultat final. Donc, je vais directement aller dans Unreal, aller le faire en blueprint et j'espère que la suite va vous plaire. Ok, donc, comme on a une tonne de choses à faire dans cette vidéo et que je veux pas faire une vidéo d'1 heure et demie, je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement que d'habitude. J'espère que ça ne dérangera pas trop. Et on va commencer directement. Donc pour commencer, je vais me mettre à faire plein de petites modifications partout, créer des nouvelles fonctions qui vont nous aider plus loin. Comme ça va être plus simple à expliquer par la suite, je l'espère. Donc on va commencer par changer notre structure de tile. On va rajouter plusieurs variables qui vont nous être utiles dans le fond. Ok. Donc on a déjà ces variables-là. En plus du coût final, on va avoir besoin de savoir le cost from start. Dans le fond, combien que ça vient de nous coûter pour se rendre jusqu'à cette case-là. Et une estimation combien que ça va nous coûter pour nous rendre jusqu'à la fin, dans le fond. Estimated cost to target. Donc ça, dans le fond, ça va être juste une estimation qu'on va faire au cours de l'algorithme, dans le fond. Aussi bien, je vais transformer la façon qu'on utilise le tile cost, puis je vais le mettre directement dans la structure, comme ça il va être accessible en tout temps. Dans le fond, ça va être un int, le cost from start, ça va être un int, le estimated cost to target, ça va être un int aussi. Aussi, chaque case, ça va être utile de savoir c'est quel acteur qui a cette case, dans le fond, donc qui correspond à l'index. Donc, je vais me mettre BP grid tile ici, voilà. Ça c'est l'acteur qui va être associé à l'index qu'on va lui passer. Je vais l'envoyer en haut complètement. Je sais pas ce que je préfère ça comme ça. Et finalement, cette variable-là, dans le fond, elle va pas être utile avant un bon moment, mais elle va vraiment nous être utile vers la fin. Dans le fond, chaque case va savoir c'est quelle autre case qui vient avant elle dans le path qu'on vient de déterminer, dans le fond. Puis il faut garder ça en mémoire à quelque part. Puis c'est la meilleure façon de le faire que j'ai trouvé, dans le fond, c'était de le mettre dans la structure aussi, donc je vais l'ajouter immédiatement. Previous tile.
Ok, donc c'est comme ça, et ça va, on va y donner, on va l'associer à un index dans le fond, comme tous les autres. Et voilà. Donc ça va être tout pour la structure. On va aller, là ça va avoir modifié tous les blueprints parce que tous les blueprints qui utilisent la structure sont modifiés. C'est surtout pour ça que je voulais tout le faire d'un coup, ça va éviter de faire des allers-retours. Je vais aller dans le widget parce que c'est le plus simple à arranger un petit peu, dans le fond. Ici, à partir de la grid index, au lieu de faire get tile cost ici, qu'on va modifier, je vais juste faire get tile, get struct tile ici, puis je vais finder, vu qu'on va le mettre directement dans le fond dans la structure, je vais aller le find directement dans la structure ici, puis je vais mettre tile cost ici, voilà. Donc je vais supprimer get tile cost. Donc je vais avoir remplacé le get tile cost par tout simplement la structure qui contient l'information du coût de la tile ici. Et je vais aller directement dans le final cost aussi, que celle-là dans le fond c'est le correct, on utilise déjà l'élément de la structure, mais comme la valeur par défaut que je vais y associer quand on va faire le pathfinding c'est 999, puis ça va faire beaucoup de chiffres sur la grille dans le fond, je vais juste ignorer les 999. Donc je vais faire égal ici. Si c'est égal à 999 dans le fond, je vais juste complètement ne pas afficher de texte. Donc ça va être plus simple comme ça. Donc je vais attacher ça à la même return vide ici qu'en haut. Et on va utiliser le texte seulement si le chiffre est autre chose que 999. Donc si ce n'est pas la valeur par défaut. Donc voilà, ça va nous aider à voir un petit peu plus clair sur notre grille. Ok, donc ça va être tout pour le widget. On va aller maintenant dans bpgrid. Justement, la fonction getTileCost ici, on va changer comment qu'elle fonctionne. Je vais tout simplement enlever ici le find. Au lieu de lui passer un index, je vais faire qu'on va lui passer directement une variable de type enumGroundTypes. Donc on va tout simplement faire un get selon le type de sol et non selon une case. On va lui passer un enum, ce qui fait que quand on fait un generate map data ici, on peut utiliser getTileCost selon le type de notre enum pour générer le tileCost. Donc ici c'est none, donc je vais lui passer none comme paramètre. Ici c'est normal, donc on va le laisser à normal. Et ici on a le paramètre ici qu'on peut lui passer et qu'on va utiliser directement pour générer le tileCost. Donc jusqu'à présent rien ne devrait avoir changé. Les 1 sont encore 1, les 2 sont encore 2, 3, 5 et 999. Parfait, tout fonctionne. Ensuite, on va devoir se créer 3 fonctions qui vont nous être très utiles pendant tout le pathfinding dans le fond. On va les créer tout de suite. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ils sont utiles et en quoi ils vont nous être utiles. Dans le fond, je vais surtout l'expliquer plus tard, mais qu'on l'utilise pour vrai, mais je vais essayer de l'expliquer aussi pendant que je l'écris, parce que sinon ça fait pas beaucoup de sens. Mais je crois que vous allez devoir un petit peu me faire confiance là-dessus, parce que j'ai pas trouvé de façon plus efficace. J'ai essayé de les faire en même temps, puis ça fait beaucoup d'informations, puis je trouve que c'est difficile à expliquer dans le fond. Donc on va y aller doucement, étape par étape, même si on n'utilise pas les fonctions pour l'instant qui sont pas utiles tout de suite. Ça va être des fonctions qui vont nous être très utiles plus tard. Donc, je vais fermer tous ces trucs qui ne me servent plus. Et voilà. Donc, la première fonction, ça va être une fonction qui va nous permettre de savoir, de déterminer qui sont les voisins de chaque case. Donc, c'est dans cette fonction-là qu'on va justement décider si on veut inclure ou pas les diagonales. Je vais l'appeler getTileNeighbors parce qu'on va lui passer dans le fond le numéro de la tile qu'on veut déterminer c'est lesquels ses parents. Donc grid index, oups, pas grid tile, grid index, voilà, qui va être un vecteur 2 encore une fois.
Donc, à partir de ce vecteur 2-là, on va pouvoir déterminer c'est qui les voisins de cette position-là dans la grille, dans le fond. La fonction, je peux la mettre pure parce que ça va pas être utile de la coller de façon impure. Et justement, vu que c'est un get et ce qu'on veut retourner de ça, c'est une liste de voisins. Donc, les voisins, ça va être des vecteurs 2D aussi, parce que ça va être juste les positions dans la grille, mais ça va être une liste. Donc voilà, ce qu'on prend, c'est on prend notre case et on détermine c'est qui ses voisins, puis on nous retourne les voisins. Donc la return node, je vais la mettre plus loin parce qu'on va pas en avoir besoin pour l'instant. Et je vais mettre, promoter ça en local variable parce que ça va être plus simple. Donc out neighbors, parce que je peux pas le nommer le même nom que le output. Et voilà. Comment qu'on détermine ça? Dans le fond, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est une liste de voisins possibles. Donc ça va être juste tout simplement les positions des voisins possibles, sans déterminer si les voisins existent, sans déterminer leur type de terrain. C'est pour ça que ça va être juste des voisins possibles. Ça ne veut pas dire que ça va être vraiment la liste finale qu'on va sortir de là. Donc, vecteur 2D, encore une fois, que je vais appeler possible neighbors. Et voilà. Et que je vais setter au tout début. Et c'est là qu'on décide, dans le fond, c'est quoi nos possibilités. Donc je vais make array ici, comme ça. Vu que je veux y aller sans les diagonales dans mon cas, je vais juste me faire 4 cases ici. Mais si vous voulez, je vais aussi faire un exemple pour avec les diagonales aussi si vous voulez. Donc ça va être les cases autour de la case que j'ai en ce moment. Donc 1, 0, 0, 1, moins 1, 0. Et 0, moins 1. Donc ça va être nos possibles. Et dans le fond, c'est simple, si mettons vous voulez faire une liste à 8 côtés, vous en rajoutez 4 de plus, et vous ajoutez les diagonales. Donc 1, 1, oups, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, et moins 1, 1. Voilà. Ça va être avec les diagonales. Ici, c'est sans les diagonales. Donc je vais juste y aller pour celle-là pour l'instant et on essaiera les deux ensuite mais que le système fonctionne. Mais on la garde là pour l'instant parce que ça peut toujours être utile. Donc, une fois qu'on a déterminé la liste de nos voisins possibles, il faut regarder s'ils sont vraiment possibles, dans le fond si on veut vraiment les utiliser. Donc pour ça, je vais looper au travers de tous ces possibles voisins et je vais essayer de déterminer dans le fond si la case est vraiment disponible. C'est là-dedans aussi qu'on pourrait déterminer si la case est habitée par un autre joueur, par exemple. Donc, ok. Donc, je vais additionner la case qu'on vient de passer ici en input. Parce que je veux que ce soit relatif, dans le fond, je veux que ce soit relatif à la position de la case à laquelle on veut regarder, dans le fond. Donc, je prends la position de notre voisin relativement à notre index qu'on vient de lui passer. Et c'est là qu'on fait des tests. Donc, je vais avoir besoin de ma structure, struct tile ici, et je vais find. Je vais regarder pour ce nouveau voisin relatif, et on va splitter les résultats. Le premier test que je vais faire, c'est que je vais regarder le type de terrain. Encore une fois, si c'est égal à nul, à non ou à impossible, je vais tout simplement l'ignorer. Donc, je vais me faire un booléen ici, un booléen, comme ça. Et voilà, if. Donc, si c'est pas égal à non ou c'est pas égal à impossible, je vais continuer de considérer ce voisin. Sinon, je vais tout simplement l'ignorer. Et donc, pour continuer de le considérer, je vais juste tout simplement l'ajouter à une nouvelle liste. Donc, je prends les voisins de ma première liste et une fois que je comprends qu'ils sont acceptables, je les ajoute dans une nouvelle liste. Et c'est cette nouvelle liste-là, dans le fond, que je donne en résultat à la fin, une fois que ma boucle est finie. Il y a un autre petit test intéressant ici qui, dans le fond, nous permet de ne pas faire des arrays, de ne pas essayer de getter un objet qui n'existe pas. C'est de tout simplement utiliser le return value ici du booléen qui nous indique si notre find a fonctionné. Donc si notre find n'a pas fonctionné, on va pas essayer d'utiliser les values
qui, dans le fond, sont invalides parce qu'il n'a pas fonctionné. Donc, je vais tout simplement vérifier avant si le find a fonctionné. Parce que ici, on rentre des values directement écrites dans le code. Donc, c'est très possible que si, mettons, on arrive à la case en haut à droite complètement de la grille et qu'on lui demande, essaie de trouver le voisin qui est encore plus en haut à droite que ça, ça va sortir en dehors de la grille, donc ça va être invalide. Donc, l'index ne fonctionnera pas. La structure ici, l'index sera invalide, donc il ne trouvera pas de truc, il ne trouvera pas d'objet dans le fond. Et ensuite, si on essaie de lui demander c'est quoi ses valeurs, ben il va tout simplement pas être capable de nous le dire parce que l'objet n'existe pas. On essaie vraiment d'accéder à un objet qui n'existe pas, donc c'est pas bien. Donc voilà, si l'objet existe et si son type de sol n'est pas non ou impossible, je vais l'ajouter à une nouvelle liste. Puis une fois que ma nouvelle liste, dans le fond, elle va être complète, une fois que je vais avoir regardé tous mes voisins en ce moment, mes 4 voisins, une fois que je vais regarder dans mes 4 voisins s'ils correspondent et que je vais les avoir ajoutés à ma nouvelle liste, je vais renvoyer cette liste-là, retourner cette liste-là dans le fond. Donc ça va être ça pour les voisins. La prochaine fonction que nous avons besoin, ça va être une fonction pour estimer le coût que ça pourrait nous coûter de nous rendre du point A au point B dans les cas où il n'y aurait absolument aucun mur, aucun obstacle ou rien. Ça va juste nous permettre à l'algorithme de déterminer c'est lequel qui est potentiellement, quelle case qui est potentiellement la plus près du point final dans le fond. Puis de la façon que ça fonctionne pour la première version qu'on pourrait se faire, c'est tout simplement déterminer il y a combien de cases entre les deux cases dans le fond. Donc si mettons notre objectif c'était de nous rendre à la case rouge ici, le nombre de cases, l'estimation du point de mouvement que ça nous coûterait pour se rendre jusqu'à cette case là, c'est tout simplement la distance entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc l'estimation du coût pour se rendre jusqu'à la fin serait tout simplement 11 cases. C'est la même chose dans un sens ou dans l'autre. Dans le fond, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est tout simplement le chemin le plus rapide si tout va bien entre les deux dans le fond. Donc, on va se faire une petite fonction qui va juste nous retourner cette estimation-là. Donc, ça va être get estimated cost to target. Et voilà. Donc, ça va être le coût estimé pour se rendre jusqu'au point final, dans le fond. Et ça va être simple. Ça va nous prendre tout simplement deux paramètres qui va être la current index. Puis, ça va être target index. Target tile, on va y aller comme ça. Target tile, current tile. Et voilà. Et ils seront pas des arrays, ça va être tout simplement des vecteurs 2D. Et on peut la mettre pure. Et voilà. Ok, donc ça va être simple. On soustrait l'un à l'autre, comme ça. Ça va nous donner un vecteur 2D. Ce vecteur 2D là, on va le splitter là. Non, on va le splitter. Et on va tout simplement le mettre en absolu pour être sûr qu'il soit positif. Parce que dans le fond, ça va jamais nous coûter un coût négatif de nous rendre jusqu'à notre cible. Il faut tout le temps se déplacer, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit positif. Le minimum que ça peut coûter, c'est 0, donc, mais encore une fois, c'est négatif, donc il n'y aura pas de problème. C'est positif. Donc, maintenant, on peut réadditionner ces deux chiffres-là ensemble et les transformer en int, parce que nos coûts ne sont pas à virgule, donc aussi bien rester tout le temps en int. Et finalement, tout simplement retourner ça. Return. Et retourner le int que ça va être cost to target. Et voilà. Donc voilà pour cette deuxième fonction.